Oui, bonjour, salam alaikum. Bonjour à tout le monde et je m'excuse vraiment, je suis vraiment navré de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui et pour vous faire cette présentation et participer à votre colloque. Alors, avant ma présentation, je voudrais dire que la déclaration de conflit d'intérêt, qu'il y a un brevet qui a été pris par l'assistance publique sur la molécule dont je vais vous parler, et qu'une start-up du Montrema a été créée à Paris Biotech Santé sur le site de Cochin, de l'hôpital Cochin. Alors, vous connaissez probablement ce monsieur qui s'appelle Giancarlo Palermo, qui est maintenant à Cornell, à l'université à New York, et qui a découvert la micro-injection intracytoplasmique. Mais en fait, je travaillais avec lui sur des techniques de micro-injection sous-zonale. Maintenant, il y a plus d'une vingtaine d'années, bien sûr, puisque, comme vous le voyez ici sur la droite, la technique de micro-injection, on voyait des spermatozoïdes dans l'espace périvitellin, et on appelait ça à ce moment-là la SUSI. On espérait bien sûr que le spermatozoïde muté de 2 pourrait fusionner une fois qu'on leur avait fait passer la zone pellucide, etc. La suite, vous la connaissez, puisque faisant la SUSI, un jour, Armo est rentré directement à l'intérieur de l'ovocyte et a créé l'ICSI, que tout le monde connaît et qui a donné maintenant naissance à et résolu les problèmes de couple, avec surtout des oligo-asténospermies extrêmes. C'était la moitié de l'histoire. Parce que, une fois qu'on a eu fait cette micro-injection, je me suis dit, eh bien, peut-être qu'avec l'équipe que l'on avait sur Cochin, on pourrait s'intéresser aux molécules qui sont sur la membrane de l'ovocyte et qui permettent de reconnaître le ligand spermatique et qui permettent l'adhésion, puis la fusion entre les gamètes. Donc c'est un protocole de recherche. Et à ce moment-là, il y a de Primakov qui travaillait aux États-Unis à l'Université de Californie de Los Angeles, qui a publié dans Cell, qui était un très bon journal, l'intégrine tracide bêta 1 fonctionne comme un récepteur du spermatozoïde chez la souris. C'était publié dans Cell. Maintenant, on sait que c'est faux, bien sûr, mais à ce moment-là, on ne le savait pas. Et on s'est dit, eh bien, on va essayer de voir si, dans l'espèce humaine, c'est la même chose, puisque nous avions quelques ovocytes, bien sûr, non fécondés, donnés pour la recherche par les femmes, etc. Avec Morgan Bonsell, qui est ici, nous avons imaginé de faire la synthèse molécule qui était simple, le ligand de l'intégrine alpha-6 bêta 1, le ligand donc, qui vient se fixer sur certaines... Ça s'appelle la DAM2, c'est une molécule qu'on appelle également la fertiline bêta, qui est très très connue, qui est séquencée. Voilà, ici c'est son site de liaison avec le site de fixation qui est le FE, phénylalanine acylglutamique, acylglutamique. Et donc avec Morgan Bonsell, eh bien, on a décidé non pas d'utiliser un anticorps, ce que l'on aurait pu faire, mais de faire une protéine que nous avons qui reproduit donc le site de fixation du spermatozoïde sur l'ovule et de tester comme ça si nous avions bien le bon ligand pour le bon récepteur ovocytaire. Alors, avec cette molécule, si on la mettait dans le milieu d'incubation, elle devrait prendre la place du spermato et bloquer la fécondation, ce qui nous aurait permis de révéler quel était le récepteur sur l'ovocyte. Nous avons, avec Ahmed Ziad, qui est marocain, qui vient de Oujda, il travaille avec nous, vérifié que la molécule que nous avions synthétisée reconnaissait bien de l'ovocyte. Vous voyez sur une microscopie confocale, ici en coupe et ici en sommation, puis il y a des patchs sur la membrane de l'ovocyte, et puis qu'on est bien sur la membrane. Bien sûr, nous avons voulu faire l'étude et essayer de voir si on bloquait la fusion des gamètes dans l'espèce humaine. Et alors, nous avons été obligés de nous intéresser aux ovocytes dépellucidés. Il se trouve qu'en France, il est interdit de faire des embryons pour la recherche. Si nous avions inséminé un ovocyte intact
et que notre inhibition n'aurait pas marché, on aurait eu un embryon fait pour la recherche, donc il n'était pas question de mettre un ovocyte intact en insémination, bien sûr. Donc on a enlevé cette pellucide, et quand on a enlevé la zone pellucide, eh bien, ma foi, le bloc à la polyspermie n'existe plus, hein, du moins pour celui qui se trouve sur la zone pellucide. Et comme vous voyez marqué OH, eh bien, il y a une vingtaine de spermatozoïdes qui rentrent à l'intérieur de l'ovocyte. Se décondenser, on les voit très très bien. Nous avons fait la même manip, mais en adjoignant la molécule que nous venions de synthétiser. Et quelle n'a pas été notre surprise, au lieu de l'effet inhibiteur recherché, il y avait 3 fois plus de spermatos qui rentraient à l'intérieur de ces ovocytes. Il y avait également, probablement ce que vous pouvez remarquer, les spermatozoïdes sont décondensés, ont une tête décondensée ici, alors que là, pour les mêmes temps d'incubation chez le témoin, les têtes sont encore bien compactées, ce qui veut dire que non seulement il y avait plus de spermatozoïdes qui rentraient à l'intérieur, mais qu'en plus l'activation ovocytaire était plus importante ou plus précoce. On a publié ça en disant que ce peptide cyclique donc accroissait la fusion des gamètes, et l'assistance publique a pris un brevet. On s'est dit, une molécule qui augmente les taux de fécondation, c'est quelque chose qui pourrait bien être intéressant pour les oligo-asténotospermies, pour les situations un peu dans ce genre-là. Bien sûr, quand on fait de la recherche et qu'on découvre une telle molécule, on s'est intéressé à des modèles plus facilement utilisables que l'espèce humaine, bien sûr. On ne peut pas s'amuser avec les ovocytes des spermatozoïdes du couple. Et donc on est passé chez la souris. La souris avait l'intérêt, on pouvait inséminer des cumulus intacts et non pas prendre un ovocyte décoronisé, dépellucidé. On pouvait faire sur un ovocyte intact et de manière tout à fait remarquable, avec l'équivalent bien sûr pour l'espèce murine, l'équivalent de la molécule fertiline, eh bien on a remarqué également une augmentation considérable des taux de fécondation chez la souris. Alors, il y avait en plus l'intérêt, vous voyez là, sur la publication humaine, il y avait 16, 15, une vingtaine d'ovocytes. Chez la souris, il y en avait 123 dans le groupe contrôle, 164 dans le groupe incubé avec la fertiline. Et donc, nous avions une augmentation de la fécondation dans l'espèce murine. Ce qu'il y avait de plus, qui était particulièrement intéressant, c'est qu'on pouvait transférer les embryons facilement, bien sûr, chez des femelles pseudogestantes. Et non seulement on avait augmenté les taux de fécondation chez des souris qui, a priori, étaient par ailleurs normales, mais on a transféré les embryons que nous avions obtenus chez des souris pseudogestantes. On a eu des progénitures complètement saines qui se sont développées normalement, qui se sont reproduits pendant 3 générations. On a suivi pendant 3 générations, c'est-à-dire la croissance, la fertilité, la reproduction, tout était normal chez ces souris, donc ça a été également publié à ce moment-là. Nous nous sommes intéressés après à la maturation, l'effet de cette molécule sur cet ovocyte humain, puisqu'on avait déjà cet effet complètement inattendu de l'amélioration de la fusion gamétique. Alors, pour faire l'étude sur la maturation in vitro des ovocytes humains bloqués en vésicules germinatives, bien évidemment, ce sont des vésicules germinatives que l'on a obtenues lors de ponctions chez des patients avec une ponction probablement d'un follicule qui était un petit peu trop petit, qui n'était pas suffisamment mature, il était resté bloqué en vésicule germinale. Et nous avons mis un grand nombre d'ovocytes comme ça, parce qu'on a eu 1600, un peu plus de 1600 ovocytes sur 2 ans. C'est Amira Salem, qui est une étudiante tunisienne qui a fait sa thèse sur le sujet. Et nous avons pu remarquer que la fertiline augmentait de 50% le pourcentage des vésicules germinatives qui arrivaient au stade de métaphase 2,
en 24 heures. Là, nous travaillons chez l'humain. Et pour avoir ces 1600 ovocytes, eh bien, on a fait recours à tous les laboratoires collègues de la région parisienne. Dès que quelqu'un avait une vésicule germinale, on allait envoyer un coursier qui ramenait la vésicule germinative et elle était attribuée soit dans un groupe témoin, soit dans un groupe avec de la fertiline humaine. Ce qui était relativement extrêmement intéressant, c'est que on avait 50%, il y a l'autre ratio qui était 1,53 avec une p-value à 0,02. On augmentait donc de 50% le nombre des ovocytes qui arrivaient à maturer. Et ce qui était important, assez curieux, c'est si on mettait 100 micromolaires à la place d'1 micromolaire, 100 micromolaires était un petit peu moins bon. Il donnait un petit peu moins de bons résultats. C'était 30% d'augmentation, mais c'était déjà quelque chose de très bien. Ce qui fait que quand même par la suite, on se dit on va rester quand même avec 1 micromolaire, a priori, on a la meilleure effet. On a testé plusieurs milieux de culture pour voir si ce n'était pas un milieu de culture spécial qui était responsable de cette augmentation de la maturité. Et vous voyez ici qu'il n'y a aucune significativité quand on compare les taux de maturation. Et puis, bien évidemment, on a vu qu'il y a des âges pour lesquels c'était un petit peu plus facile, bien sûr, et quand il y avait dans une cohorte ovocytaire un trop grand nombre d'ovocytes qui devait traduire une pathologie ovarienne, bien vous voyez qu'on perdait complètement, quand par exemple il y avait une femme qui avait plus de 5 vésicules germinatives dans sa cohorte, on perdait complètement l'effet. Donc, on arrivait à induire la maturation sur des cohortes ovocytaires qui étaient restées en vésicule germinative. Et encore une fois, c'était un travail de plusieurs années pour pouvoir glaner, bien sûr, 1600 ovocytes au total. Avec la collaboration de l'hôpital Necker à Paris, collaboration du service de génétique et de cytogénétique, nous avons voulu étudier la composition chromosomique de ces vésicules germinales qui avaient maturé au stade métaphase 2 pour s'assurer que le processus de maturation amélioré ne s'entraînait pas avec une détérioration de la ségrégation des chromosomes. Nous avons mis une technique au point, c'est toujours Amira Salem qui avait fait ça, qui montrait que ici on pouvait faire des puces affymétriques, une analyse par CGH arrêt avec des puces affymétriques, et puis on a pu corréler ici en immunofluorescence que par exemple une hybridation d'une sonde d'une monosomie 19 sur une sonde en vert ici ou en rouge ici était bien unique, et qu'il y avait donc une monosomie pour le chromosome 19, et on retrouvait cette monosomie quand on faisait la CGH arrêt donc sur les puces affymétriques. Donc nous avions une possibilité assez facile de voir si l'ovocyte était de karyotype normal ou de karyotype anormal. Eh bien, voici sur les 56 ovocytes maturés in vitro témoins et les 56 maturés in vitro en présence de FE, voici le nombre d'anomalies que nous avons recrutées, enfin nous avons mis en évidence sur ces 56 témoins. Par exemple, le chromosome 1, on a retrouvé 7 fois une anomalie du chromosome 1, c'est soit son absence, soit deux chromosomes 1. Le chromosome 19, on avait retrouvé 11 anomalies du chromosome 19, et ainsi de suite. On s'est aperçu que quand on avait mis le FE, eh bien, on avait diminué considérablement le nombre des anomalies chromosomiques, ce qui veut dire que non seulement on avait amélioré la maturation ovocytaire, mais on avait également amélioré l'euploïdie, c'est-à-dire le pourcentage des ovocytes euploïdes à 46% versus 26% dans le groupe contrôle. Nous sommes passés sur l'embryon humain après avoir eu une autorisation de l'Agence de la biomédecine. Et vous voyez tout de suite en immunofluorescence sur un embryon quelques blastomères que la fertiline marque l'interface entre les blastomères, qui est l'endroit le plus important probablement pour le développement embryonnaire, puisque c'est là que va avoir lieu la ségrégation du lignage avec ceux qui vont rester à l'intérieur du blastocèle, ceux qui seront à l'extérieur sur le trophectoderme.
Nous avons fait une étude dose-réponse avec 0,1 micromolaire, 1 micromolaire, 10 et 100 micromolaires. Voilà les résultats que nous avons eus. C'est une amélioration dose dépendante de la blastoformation à partir d'embryons qui étaient J2, hein, des embryons qui avaient été donnés pour la recherche, qui avaient été congelés au stade de J2, et de J2 à blastocyste, on a augmenté de manière dose dépendante, sans modifier la classification de Gardner de tous ces embryons au stade de blastocyste. Donc, non seulement on arrivait à améliorer la maturation ovocytaire et la ségrégation des chromosomes dans la méiose 1, mais on arrivait, avec des embryons humains, à améliorer le développement embryonnaire à partir d'un embryon apparemment normal. Nous avons fait de l'immunofluorescence sur ces embryons. Vous voyez, sur la ligne supérieure, il y a le contrôle et un embryon fertiline sur la ligne inférieure. Et bien sûr, quelques-uns de ces ovocytes que nous avons, embryons et blastomaires, excusez-moi, que nous avons analysés, on a mis en évidence qu'il y avait une augmentation, un doublement du nombre des cellules, sur l'embryon incubé avec la fertiline, et que ce doublement du nombre des cellules était non pas lié à une augmentation de la masse cellulaire interne qui va donner l'embryon, parce que vous voyez qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'écart entre le nombre des cellules que l'on trouve dans le groupe contrôle et dans le groupe fertiline en ce qui concerne la masse cellulaire interne, mais par contre, l'augmentation du nombre de cellules est due à une augmentation des cellules du trophoblaste, multiplié par 2 quasiment. Il y a 200 cellules sur les cellules du trophoblaste. Or, le nombre de cellules du trophoblaste et le nombre de cellules de l'embryon, c'est la variable la plus corrélée au nombre de grossesses vivantes obtenues après transfert embryonnaire. Ces mêmes embryons qui sont restés bien sûr développés en incubateur, puisqu'ils étaient donnés pour la recherche, il n'y avait pas de transfert embryonnaire. On les a gardés jusqu'à l'éclosion des blastocystes dans les incubateurs. Et vous voyez qu'on a augmenté par 4 le pourcentage des embryons qui éclosaient spontanément, bien évidemment, passé de 13 à 42% d'embryons qui faisaient l'éclosion spontanée, ce qui, pour le moins, montrait la capacité évolutive de ces embryons. Cela a été aussi publié dans Fertilité. Nous avons eu l'autorisation en 2015 de faire une étude clinique, après toutes les données que je vous ai montrées. Et cette étude clinique en 2015 s'est intéressée à la fécondation in vitro. Le protocole était assez simple, donc les patients qui avaient signé le consentement pour participer à l'étude avaient leur cohorte ovocytaire qui était divisée en deux de manière randomisée, comme vous l'indiquez ici. Il y avait un technicien qui prenait les cumulus, mettait dans une boîte, mettait dans une autre, mettait dans une boîte, et il y en avait un autre qui disait telle boîte A ou B s'en va dans le groupe contrôle, le groupe fertilisant. Eh bien, on a bien sûr transféré les embryons. Et voici ce que nous avons obtenu sur les 66 couples qui ont été inclus dans cette étude en 2015. Eh bien, on avait 28% de bébés au total chez tous les transferts, 28% de bébés nés. Au premier transfert, avec le meilleur embryon, c'était pas différent. C'était un tout petit peu mieux chez les femmes les plus jeunes, on avait pris des femmes moins de 37 ans. Et au premier transfert chez les femmes de moins de 37 ans, on avait la même chose. Les embryons des mêmes couples, c'est important, c'est-à-dire que c'était la même fonction ovarienne, le même âge de la femme, le même sperme du conjoint, donc il n'y avait pas de facteur confondant. Quand on a transféré les embryons qui avaient été incubés avec la fertiline, nous avons obtenu 35, c'est-à-dire 7% de plus de bébés vivants. Au premier transfert, avec bien sûr toujours le meilleur embryon, on avait 43, 15% de bébés en plus. Et quand on s'intéressait aux femmes les plus jeunes, bien évidemment, qui donnaient de meilleurs résultats, eh bien pour tous les transferts, on avait 42,9% de bébés en plus. Et au premier transfert, chez les femmes les plus jeunes, c'était presque 60% de bébés en plus. Donc il y avait une augmentation du nombre des bébés vivants après transfert embryonnaire qui avait été mis dans la fertilité.
Cette étude n'a pas été publiée jusqu'à maintenant parce qu'elle a été interrompue par un changement brutal et inopiné de la loi en France qui nous a empêché de continuer à inclure les patients. Mais à l'heure actuelle, la loi a été rétablie avec quelques années de retard, bien sûr. Et à l'heure actuelle, il y a un projet, une étude prospective multicentrique, randomisée, double aveugle, qui se mènent dans les hôpitaux de l'assistance publique et puis dans des cliniques ou des hôpitaux en dehors de l'assistance publique. Elle s'appelle Fertixi. On a du coup opté pour une micro-injection de manière à pouvoir inclure plus de patients dans cette étude. Et cette étude est actuellement en cours à Cochin, bien sûr, mais également dans d'autres hôpitaux. Au total, donc, cette fertiline, pour des couples qui étaient pris en fil, c'est-à-dire que le sperme était normal et qu'a priori la fonction ovarienne était normale, c'était simplement des couples qui pouvaient avoir une trompe bouchée, par exemple, ou des choses comme ça. Et donc, la fertiline améliore de 7% le nombre des naissances vivantes par transfert et elle les double. Au premier transfert, c'était 13% et c'est doublé chez les femmes les plus jeunes. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je vous dirai un jour les résultats de Fertixi qui se déroulent actuellement. Ça, c'est une diapo pour remercier tous les centres qui ont collaboré, qui ont envoyé leurs ovocytes dans les écoutes germinatives, qui nous ont permis de travailler et de mener ce projet à bien jusqu'à aujourd'hui. Si j'ai une seconde, parce que je vois que mon temps est arrivé à la fin, je voudrais simplement vous dire une chose supplémentaire. C'est une publication de Lynn Fraser qui date de 2003 et dans laquelle elle avait dit elle avait A Tale of Serendipity and Discovery. A Tale of Serendipity, c'est le conte de la bonne aventure. C'est quand vous découvrez un truc, comme nous l'avons fait nous-mêmes, extraordinaire, sans le faire exprès, on va dire. Et The Tale of Serendipity, elle parlait de ça parce qu'elle venait découvrir ce qu'elle a appelé le FPP, qui est le Fertilizing Promoting Peptide, qui est une protéine prostatique. Et pourquoi je vous en parle? Eh bien parce que cette Fertilizing Promoting Peptide, qui a 3 acides aminés, elle en a 66% d'homologie avec celle que nous avions découverte et que je viens de vous présenter. Ce qui fait que probablement nous avons copié une protéine prostatique et que nous avons fait passer dans les milieux de culture et qui permettent le développement. Alors c'est une protéine qui théoriquement active le spermatozoïde, bien sûr, pour le rendre plus fécondant et c'est donc un analogue d'une protéine tout à fait naturelle. Je vous remercie.